Nous retrouvons nos chers amis Horace Donkovi, Germain Pouli et Eric Johnson avant de parler de l'exigence d'un retour rapide des civils au pouvoir au Mali et en Guinée-Conakry. Nous continuons avec l'Afrique du Sud et ce nouveau variant de Covid-19 aux multiples mutations. Horace, vous terminez et puis... Alors, donc je disais que alors on a eu un genre de combat géostratégique entre plusieurs puissances qui, en fait, ont impacté sur, comment dirais-je, la reconnaissance officielle de certains vaccins. Donc, au moment où AstraZeneca était reconnu officiellement, Sputnik, qui était le premier vaccin qu'on jugeait efficace, on en doutait. On a eu la même chose pour l'indo-vaccin. On a eu la même chose pour le sino-vaccin. Et pendant ce temps, en Afrique, là où à un moment, de façon résiliente, les populations et même les scientifiques ont réagi, les phytothérapeutes et ainsi de suite, pour émettre un certain nombre de, si vous voulez, de remèdes, de recettes basées sur des connaissances intrinsèques, ce qui s'est passé, c'est que on a coupé d'une certaine manière ce fil-là. Et actuellement, les États ont commencé à se battre pour avoir les usines à vaccins disons sponsorisés par des États occidentaux. Donc vous avez le Sénégal qui s'est dit oui, mais moi je veux faire du vaccin et ainsi de suite. Mais où en sont nos propres recherches, en sachant que au niveau de comment on appelle des Africains, parfois il y a des contradictions. Je vais en citer une. Lorsque on recherche les remèdes pour le coronavirus, qui d'ailleurs se traitait de façon systémique, on a les conclusions du professeur Raoul, qui va faire une approche grâce à de la chloroquine et de l'azithromycine. Et puis à un moment, bien qu'il soit reçu par Macron, qu'il soit visité, qu'il soit, si vous voulez, reconnu à un moment, on le casse. Parce qu'on estime avoir trouvé d'autres remèdes. Mais paradoxalement, justement, les États africains qui disent suivre à la lettre un certain nombre de choses, beaucoup ont gardé le protocole chloroquine et azithromycine. Ouais, donc c'est justement donc pour dire que ce qui m'inquiète avec ce qui arrive en Afrique du Sud et au Maghreb, c'est que généralement ces deux régions ont été utilisées souvent médiatiquement pour grossir les chiffres et pour justifier des politiques qui s'appliquent au continent entier. Et par conséquent, il se pose la question de l'infantilisation d'un point de vue sanitaire de nos États. J'espère que nos États sauront répondre et qu'on ne va pas rentrer dans une surenchère où on va non pas seulement s'endetter, mais aussi contraindre des populations à des, comment on appelle, si vous voulez, à des décisions qu'elles ne comprennent pas très bien et que, de toute façon, les gouvernements n'arrivent pas à défendre parce que même dans les cas, je remarque, je vais terminer avec cela, je remarque que dans les États africains, il y a eu très peu de débats contradictoires sur les politiques sanitaires appliquées aux États. Alors, Germain Pouli, on est avec vous. Même question, est-ce que vous pensez que l'Afrique du Sud peut continuer cela? L'Afrique du Sud, c'est d'abord une puissance, il faut se le dire. C'est l'une des deux plus grandes puissances en Afrique. Ceci dit, la pauvreté aussi est réelle donc, dans ce pays, mais il y a quand même un niveau de développement assez acceptable. Si je ne me trompe pas, je pense que le Johnson & Johnson est fabriqué en Afrique du Sud. Vous savez que les doses du Johnson & Johnson qui sont ventilés un peu partout sur le continent. Achetés par le Togo? Oui, et ailleurs partout sur le continent, sont fabriqués en Afrique. Et donc, il y a une délocalisation de ces grandes firmes pharmaceutiques-là. Et un pays comme l'Inde, c'est l'un des pays où on fabrique le plus de médicaments au monde. Mais ce n'est pas les Indiens qui les fabriquent. Dans un premier temps, ce sont des firmes occidentales qui les fabriquent là-bas parce que la main-d'œuvre est assez abondante. Après, il y a eu, quand les brevets sont un peu dépassés, on peut faire, comment on les appelle, les génériques de ces produits. Et l'Inde s'en est servi pour pouvoir soigner sa population parce que l'un des problèmes que ce pays avait, c'était la population. Donc, ils sont entrés dans le générique. Donc, toujours est-il que certaines firmes ont intérêt à délocaliser la fabrication pour être proche des pays dans lesquels elles veulent pouvoir vendre ces produits-là. Et donc, fabriquer le Johnson & Johnson aux États-Unis, le transporter en Afrique
pour les Américains, c'était mieux d'installer une usine et de collaborer donc dans un pays africain et le faire. Donc, le Johnson & Johnson se fabrique en Afrique du Sud, même si c'est pas l'Afrique du Sud qui le fabrique, c'est un produit américain fabriqué en Afrique du Sud et qui est donc utilisé. Je pense que le pays est à un niveau où il peut se donner les moyens de lutter plus ou moins efficacement contre le coronavirus en général. Maintenant, ce variant dont on parle est beaucoup plus complexe. C'est vrai, malheureusement aussi l'Afrique du Sud est ce pays-là qui sort malheureusement ces virus-là un peu plus compliqués. Il y a eu ce variant Delta là au début, on disait le variant sud-africain. Mais comme c'était de nature à stigmatiser le pays, on en vient à dire le variant Delta. Aujourd'hui, quand on dit Delta, on ne pense pas à l'Afrique du Sud. Mais en réalité, ce variant aussi venait d'Afrique du Sud. Et il y avait eu des problèmes, notamment avec la Grande-Bretagne, qui avait déjà mis en place plusieurs restrictions en faveur des voyageurs de ce pays-là. Malheureusement, c'est encore en Afrique du Sud qu'on découvre encore un autre variant qui semble être beaucoup plus complexe. Maintenant, est-ce que techniquement et scientifiquement ce pays peut lutter seul contre ce variant? Je ne pense pas. Mais aujourd'hui, la Covid-19 est devenue une affaire mondiale. Parce que si les autres pays n'aident pas l'Afrique du Sud à régler le problème, à partir du moment où les échanges existent toujours, c'est fort probable que ces variants-là qu'on dit aujourd'hui sud-africains s'exportent, comme ça déjà le cas. Eric en parlait tout à l'heure en Asie et un peu dans la sous-région. Donc je pense qu'il va y avoir quand même une forte mobilisation internationale pour se pencher sur ce virus-là, pour ne pas mettre l'Afrique du Sud de côté. On est obligé, donc il y a une certaine solidarité internationale donc autour de cette pandémie-là qui, je pense, va pouvoir profiter un peu à l'Afrique du Sud, parce que, comme on le disait, l'OMS a convoqué une réunion d'urgence pour tabler sur ce cas-là, ce qui veut dire que c'est une préoccupation mondiale, ce n'est pas une affaire purement sud-africaine. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'avec l'appui de la communauté internationale, l'Afrique du Sud pourra contenir un peu ce qui s'annonce comme une grande menace qui inquiète le monde entier. Alors, on parle de l'Afrique du Sud, on doit nécessairement, Eric Johnson, parler aussi de l'Afrique tout entière. Pas seulement. Jamais le disait, c'est une pandémie. Quand on arrive à déclarer une maladie d'ordre international, c'est-à-dire qui couvre le monde entier. Donc il faut comprendre que ce n'est pas l'histoire d'un continent ou d'une région donnée. Et ce que moi je trouve extraordinaire dans cette affaire-là, c'est que ce virus se propage aussi vite que les scientifiques même ne le pensent. Et je pense, j'aimerais parler de la solidarité internationale. Je crois que tous les pays ont essayé de mener des recherches, de trouver à leur niveau des protocoles qui leur permettent de soigner leurs malades. Mais ce qu'on remarque, c'est que même si les malades finissent par guérir, mais après, ils peuvent toujours retourner à l'hôpital parce que encore ils ont contracté le virus. Donc, ce qui serait important aujourd'hui, c'est que tout le monde se soumette quand même à un protocole international qui, sous le couvert de l'OMS. Parce que Horus parlait tout à l'heure de la Russie avec son vaccin Sputnik. Mais la Russie a vacciné des millions de
ses citoyens, mais malheureusement aujourd'hui, la Russie tente de retourner encore au confinement, tout simplement parce que on a trouvé que Sputnik est inefficace. Est-ce que ce que vous dites est faisable? Et maintenant, c'est faisable? Maintenant, oui, j'en viens. Maintenant, la Chine, où le virus s'est propagé très rapidement, la Chine a un protocole qui lui avait permis de venir à bout de ce virus à un certain moment. Mais avec les nouveaux variants qui ne sont pas tout de suite rapidement guéris, la Chine sera obligée de retourner encore à son point de départ. Donc, pour moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que tout le monde essaie, une entente mondiale, trouver un protocole qui permette à tout le monde. Parce que si vous pensez qu'aujourd'hui... C'est à l'OMS de jouer le jeu. De jouer ce rôle-là. Si vous pensez qu'aujourd'hui, c'est l'Afrique du Sud qui est en train de subir ce nouveau variant-là, vous attendez une semaine, 2 semaines après, avec parce que les gens, la tendance aujourd'hui est l'ouverture des frontières, l'ouverture des commerces, etc. Mais tout de suite, vous allez vous retrouver dans un cas où vous ne pourrez même pas tenir. Donc, l'Afrique du Sud peut, parce que c'est découvert là, les scientifiques travaillent, mais si l'Afrique du Sud arrive à trouver une formule pour guérir ces malades, ce n'est pas évident tout de suite pour les autres pays de la sous-région ou du continent ou du monde. Donc, il faudrait une solidarité internationale pour pouvoir venir à bout de ce coronavirus. Encore 1 minute. Alors, moi, par rapport à qu'il y ait une solidarité internationale, je trouve que c'est intéressant. Mais alors, ça sous-entend qu'il faut stopper l'infantilisation et qu'on puisse avoir un rapport entre les continents qui soit équitable. Parce que on n'est pas logés tous à la même enseigne au niveau de la planète par rapport à cette maladie-là. Donc le continent, en fait, qui doit faire l'objet de recherche et de curiosité et non d'infantilisation, c'est le continent africain sur où on ne s'explique jusqu'à présent pas de façon scientifique pourquoi il y a une meilleure résistance. Il y a des hypothèses, mais il n'y a pas de réponse scientifiquement établie qui explique pourquoi le continent n'est pas atteint, et cela sur 2 ans. Alors, malheureusement, la démarche qui est faite mondialement, c'est la démarche inverse. C'est celle de l'infantilisation. On ne sait pas pourquoi vous n'avez pas autant de cas. On ne sait pas pourquoi vous développez cette forme de résistance-là. Mais, au final, on vous propose de nous suivre, nous qui tombons malades, en vous appliquant les protocoles qu'on nous applique à nous. C'est ça qui est bizarre. Je ferai la réflexion, voilà, on a par exemple actuellement une crise en Éthiopie. La crise en Éthiopie, elle a emmené quoi? Elle a emmené que la plupart des ambassades ont demandé à tous leurs expatriés de partir et de quitter le pays. En 2020, lorsque la crise arrive en Afrique et qu'on prévoit marcher sur des cadavres africains qui mourront de Covid, aucune des ambassades ne demande l'expulsion de tous leurs ressortissants. On parle de pays qui font partie des meilleurs de la planète en termes de science, en termes d'économie, en termes de communication. Aucun de ces pays n'a demandé que soient expulsés leurs ressortissants du continent africain. Jusqu'à présent, au niveau de ce même... Jusqu'à présent... Parce que il n'y avait pas assez de cas. Ah mais non, on dit bien... Ah non. On dit bien, le représentant de l'OMS fait bien un discours où on prévoit un carnage sur le continent. C'est bien à cause du Covid. À cause de nos plateaux techniques. À cause de nos plateaux techniques. Alors, il y a cela. Et puis, comment ça s'appelle? Au niveau des statistiques, je ferai remarquer que au moment où il y a énormément de morts en Europe, énormément de morts aux États-Unis, dans les statistiques des décès qui sont sur le continent, je n'ai pas l'impression que les Occidentaux qui ont le loisir de séjourner sur le continent africain
décèdent plus que ceux qui sont à l'extérieur. Ça veut dire qu'au niveau de notre continent, il y a un biotope, il y a quelque chose qui permet, qui justifie un type de résistance. La logique aurait voulu, s'il y a une véritable communication internationale, que l'on vienne sur le continent faire des recherches et qu'on soit curieux de cela. C'est plutôt l'inverse. C'est ce qu'on essaye maintenant d'appliquer des protocoles à des gens dont on ne s'explique pas l'immunité et la résistance, ce qui est, à mon sens, contradictoire. On va rester. Et qu'on est pris par le temps. Une seconde. Juste dire que ce qu'il est en train de dire n'est pas tout à fait vrai, parce que en réalité, quand vous suivez un peu le conseil scientifique au Togo déjà, on nous a dit clairement qu'on est en train de mener des recherches pour savoir pourquoi la maladie ne se développe pas autant chez nous. Allez, on reste toujours en Afrique. On va parler du Mali et de la Guinée. Les militaires au pouvoir en Guinée et au Mali doivent œuvrer pour un retour rapide des civils au pouvoir dans les deux pays, a réaffirmé jeudi le représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest, Mahamat Saleh Anadif. Oui, on va essayer d'analyser ces propos du représentant de l'ONU en Afrique de l'Ouest. On commence par vous, Germain Pouli. Oui, non, je pense que c'est tout à fait logique parce que l'armée, par essence, n'a pas vocation à diriger le pays. Elle a une mission bien déterminée. On dit l'armée dans les casernes. L'armée, maintenant, elle est multiforme. Elle s'occupe de la défense et de la sécurité. Ceux qui sont de la défense sont souvent dans les casernes et apparaissent en cas d'attaque extérieure. Ceux qui s'occupent de la sécurité intérieure, notamment la police et la gendarmerie, sont plus actifs. Donc on voit et qui au quotidien assure cette sécurité aux citoyens face aux diverses menaces. Maintenant, quand une situation arrive dans le pays où l'armée arrive à, disons, tout raser, après un coup d'État, à dissoudre les institutions, comme on a l'habitude de dire, et à gérer une transition, ça rentre dans les coutumes, dans plusieurs pays, et surtout des pays africains. Mais il y a eu cette tendance, donc, depuis une trentaine d'années maintenant, à la démocratisation dans les pays africains. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on renverse un président, on appelle à un retour à l'ordre constitutionnel, parce que justement, les constitutions de nos pays ont prévu comment on remplace un président quand il n'est pas là. Et donc, il y a une durée pour cela. Et généralement, dans la plupart des pays, soit c'est le président de l'Assemblée, soit c'est le président du Sénat, aussi un vice-président dont il occupe la fonction. Mais quand l'armée arrive à faire un coup d'État, donc c'est tout qui est suspendu. Et la communauté internationale, d'une même voix, appelle un retour à l'ordre constitutionnel. Ça veut dire quand le président n'est pas là, il faut permettre au président de l'Assemblée, dans le pays où c'est le cas, qu'il dirige. Quand l'Assemblée est dissoute et quand un conseil de transition ou un organe de transition est mis en place, il faut qu'il ait une durée dans le temps. Donc ce qui se passe au Mali et en Guinée, on n'a pas l'impression que les militaires sont pressés de dire un calendrier qu'ils doivent suivre pour restaurer le pouvoir après aux civils. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans ce pays. Les militaires viennent en brandissant ces problèmes et en tentant à leur façon de trouver des solutions. Mais le constat est clair, c'est qu'il faut laisser aux autorités civiles cette mission-là de régler ces problèmes-là. Maintenant, ces militaires viennent. Certains sont salués dans leur pays comme des héros. Et donc, sont décriés. Ont envie de rester beaucoup plus longtemps et de mettre en place ce qu'ils veulent faire. Ce que la communauté internationale donc n'arrive pas à accepter. Ça commence déjà par les communautés régionales comme la CEDEAO, ça va un peu à l'échelle continentale comme l'Union africaine et puis l'ONU aujourd'hui. Vous comprenez que c'est le même son de cloche. On a envie que la démocratie revienne sur les rails et on appelle donc à ces jeunes militaires-là, on les invite à vite passer le
témoin après une élection transparente aux autorités civiles. Alors, du côté du Mali et de la Guinée, on n'a pas de calendrier assez précis sur la durée de transition et le retour donc à la situation normale, et donc il est normal que toutes ces autorités au sein de cette communauté internationale réagissent pour demander à ce pays-là de vite avancer. Eric, est-ce que vous pensez que l'ONU, par la passerelle de son représentant, sera écoutée? Écoutez, vous savez, la junte en Guinée est en train de défier la communauté internationale en commençant par la CEDEAO. J'ai l'habitude de dire que nous-mêmes nous fragilisons cet instrument sous-régional qui devrait nous permettre d'amorcer quand même un développement dans la sous-région, et comme quoi la junte en Guinée pense que c'est en faisant, en s'exerçant dans ce populisme-là, qu'elle pourra régler le problème guinéen. Mais visiblement, Non. les Guinéens sont contents. Oui, les Guinéens sont contents, mais vous verrez bientôt. Vous le dites pour le moment. Oui, C'est ça. les Guinéens sont contents pour la simple raison qu'il y a quand même une majorité qui n'était pas d'accord pour le 3e mandat d'Alpha Condé. Mais ce qui se passe, c'est que si vous venez réellement régler un problème, c'est que vous devriez avoir un calendrier pour le faire. Tout le monde vous demande de dire clairement quand est-ce que vous voulez laisser le pouvoir aux civils. Vous êtes incapable de le dire, et ça veut dire que tout simplement que vous voulez garder le pouvoir autant que vous voudriez. Et ça, c'est pas de bon augure. Et c'est ce que la communauté internationale est en train de dénoncer. Vous savez, les armées n'ont pas réussi à donner cette confiance-là à la communauté internationale. Parce qu'à chaque fois que c'est un militaire qui est au pouvoir, on est en face d'un régime trop fort, un régime totalitaire et finalement une dictature. Et c'est pour ça que la communauté internationale souhaite plutôt qu'un civil arrive et que véritablement les citoyens puissent avoir quand même cette liberté, liberté d'expression, de manifestation et de travail. Après 2 mandats, ces civils se modifient aussi les choses. Oui, justement. Non, quand je parle des populations, je ne parle pas seulement des politiques. Attention, la politique, c'est autre chose. Et vous savez, il faut le dire, il y a cette façon de voir les choses. C'est-à-dire que si ce n'est pas moi, personne d'autre ne pourra le faire. Alors que ce n'est pas forcément le cas. On pourra mettre en place des systèmes où ce qui se fait, voyez-vous, des gens acceptent de quitter le pouvoir. Ils quittent le pouvoir, ils donnent, et après des élections, d'autres viennent, mais on remarque que ceux-là aussi ne veulent pas partir. On se demande ce qu'il y a sous le pouvoir et les gens s'y attachent autant. Maintenant, il y a des privilèges peut-être. Oui, beaucoup de privilèges, beaucoup de privilèges. Mais ce qui se passe en Guinée et au Mali, c'est que les militaires ne veulent pas donner un calendrier clair. C'est ça le problème. Et tout le monde. C'est ça le problème. Oui, et malheureusement, c'est les populations qui vont encore souffrir. Parce que quand l'ONU commence par parler ainsi, vous allez voir les sanctions économiques aussi qui vont suivre les sanctions politiques, malheureusement, et politiques et diplomatiques. Oui, il n'y a pas de calendrier, c'est ce que tout le monde dit, c'est ce que tous les analystes disent. Oui. En Guinée, il n'y a pas de calendrier. Doumbouya, bon, il dit tout sans calendrier. Même au Mali, avec Assimi Goïta. Ben voilà, il n'y a pas de calendrier. L'ONU, si vous voulez, l'ONU est
est dans son rôle. Elle respecte ses textes. Et bon, c'est un peu la comédie. L'ONU, c'est qui? L'ONU, c'est c'est les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, ce sont ce qu'on appelle de façon courante les puissances. Et les puissances, non, personnellement, tant qu'on ne touche pas aux sous, ne se prennent pas trop la tête. L'ONU s'est accommodé parfaitement des gouvernements violents et forts de Birmanie, d'Arabie Saoudite, du Bahreïn, sans aucun souci, parce que du moment où on ne touche pas à l'argent, il n'y a pas de problème. Le Conseil de sécurité, ceux qui appartiennent au Conseil de sécurité, donc qui prédestine à tout ce qui est décidé à l'ONU, n'ont pas vu d'inconvénient à ce que il y ait des violences en Guinée sous le mandat d'Alpha Condé, qu'il y ait des scandales au Mali, ou ainsi de suite. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'on parle de sanctions, qu'on parle de recommandations, qu'on parle d'avertissements, mais croyez-moi, la bauxite de Guinée quittera la Guinée, ira se vendre, l'or du Mali fera le voyage qu'il doit faire, et les prix qui doivent être donnés seront donnés pour ces matières premières-là. Donc, je pense que j'ai suivi l'intervention d'un intervenant, je pense de la CEDEAO, tout ça, qui disait oui, mais voilà, tout ce que nous voulons, c'est qu'on donne une date. Bon, c'est important. Donc le Mali et la Guinée peut-être donneront une date. Encore faudra-t-il que cette date-là soit respectée. Je ne vois pas trop la différence sur ce qui se passe au Mali et en Guinée. Je ne vois pas la grande différence avec ce qui s'est passé au Tchad. Par exemple, étonnamment, on est beaucoup plus silencieux quand il s'agit du Tchad parce que c'est le Conseil de sécurité et que la France y est. Donc le Mali, lui, a beaucoup plus de litiges parce qu'il a envie de s'allier avec les Russes et que cela ne plaît pas. On a le même cas avec la Centrafrique, qu'on oublie, qu'on a placé sous embargo et qui s'est retrouvé en train de traiter avec les Russes. La Guinée, on lui tape moins sur les doigts que le Mali parce que Doumbouya a un passif militaire avec tout un ensemble de puissances occidentales. Donc, c'est très... mettons, on tombe dans, si vous voulez, le gros débat de la restructuration de l'ONU auquel les puissances occidentales n'ont absolument pas envie de s'ouvrir parce que justement, à un moment, au fur et à mesure des années, des conflits, des époques, l'ONU s'est compromise beaucoup. C'est beaucoup compromise. Et à un moment, on a effectivement au sein même du continent africain, des États africains qui demandent à avoir une place, à avoir un droit de citer, à avoir un droit de veto, de s'exprimer, ainsi de suite, parce que à un moment, l'ONU parfois décide des choses, mais des choses qui parfois ne sont pas peut-être partagées par les populations africaines. Lorsque vous avez des militaires qui font un coup d'État, comme au Mali et en Guinée, et que ces coups d'État ont l'assentissement des populations. Alors, généralement, le problème qu'il y a en Afrique, c'est que, étonnamment, lorsqu'on parle de population, on a ce parallèle très vicieux qui consiste à penser qu'il s'agit d'analphabètes. On n'a pas ça quand il s'agit de population européenne ou de population américaine. Alors, lorsqu'on parle des populations, ces populations, elles intègrent aussi les classes moyennes, les classes d'intellectuels, les cadres. Lorsque vous avez par exemple en Guinée, le gouvernement qui est fait en Guinée est un gouvernement civil. C'est des hauts cadres qui ont intégré ce gouvernement. Lorsque vous allez, par exemple, avec à leur tête un ancien diplôme. Non, je voulais parler du gouvernement. Alors, Doumbouya est président et ainsi de suite. Mais quand vous prenez au Mali, la plupart de ceux qui participent aux débats politiques, qui sont appelés par les militaires, qui vont participer aux assises, même s'il y a un débat par rapport à cela, mais ça fait partie de la classe moyenne malienne, de hauts cadres maliens, de hauts intellectuels maliens. Donc, comment fait-on pour ne pas prendre en compte les aspirations de toute la population par rapport à son ressenti face au diktat? Je suis d'accord qu'il faut un retour à l'ordre constitutionnel. Maintenant, cet ordre constitutionnel, quel est-il? Quand, par exemple, vous voyez en Guinée cette constitution qui a été tripatouillée et qui donc... il faut réécrire éventuellement. Lorsque vous voyez au Mali, les problèmes aussi, les élections n'ont pas été... Voilà, on a dit des élections, elles sont libres et démocratiques. Quelques mois après, mais les mêmes élections sont les gens qui sont dans les rues. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des structurations fortes
avec des choses qui ne vont pas être contestées et qui vont permettre la pérennité de l'unité nationale. De toutes les façons, on peut revenir, parce qu'on va marquer la pause pour le jour. D'accord. On peut toujours revenir. La pause s'impose et on revient pour la suite avec nos invités.